bel bonsoir, maman, il m'a envie de dire ça comme ça. Allez, mesdames, messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver en espérant que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve, on continue à parler sport, même si les compétitions n'ont pas réellement commencé. Mais j'ai autant de plaisir à recevoir sur le plateau notre ami qui n'a pas porté de titiri ce soir, mais vous êtes bien quand même. En plus, il y a eu des orages. Non, pas cette semaine. La semaine dernière, oui, mais pas tout le temps. Ça. Et Comme puis, je vous avais donné votre pâté. Oui, absolument. Je vous avais donné les titiri avant. C'est vrai? Ah zut alors. Bon, ça va bien, Clément? Très bien, oui, très bien. Donc, c'est bon pour le volley, vous faites un petit peu... On attend. Disons aussi. que les compétitions devraient reprendre. Donc, on attend une nouvelle réunion avec le président de la Ligue et les présidents de club. Puis on saura si effectivement, après, quand on sait que le couvre-feu c'est à 19h, ça nous tourne qu'on puisse faire ces compétitions. J'espère que Stanislas, tu nous entends quand même, monsieur le préfet. Qu'est-ce qui arrive non, je dis que... Comment allez-vous, Philippe? Bel bonsoir, très Bel bonsoir, Philippe. Bonne nouvelle, Nous savons que la semaine prochaine, nous rentrons dans la semaine créole. Hein? Ah, mais moi, j'ai préparé. Mais oui, justement. D'accord. Enfin, nous ne pas à l'école tous les jours. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais mieux que la météo de ces derniers temps, qui a été un petit peu... Oh mon Dieu, il est poète, il est romantique ce soir, mieux que la météo. Ah non, mais c'est normal. J'ai une petite inspiration, hein. C'est toujours ces mots que Gisèle et puis Clément s'échangent. Entre le titiri et le pâté, c'est ça? Entre le titiri et le pâté, c'est d'un romantisme fou, ça. Oui, mais après, ça fait du bien quand on est sportif. Il faut de temps en temps un petit titiri, un petit pâté. Je n'ai pas encore trouvé réellement ce qu'il aime, Philippe. Bon, on va trouver, hein. Peut-être, je ne sais pas... moi, je peux donner une indication, on en a parlé tout à l'heure. C'est des histoires de soupe. Ah, d'accord, soupe 4 vitesses. À 4 vitesses, ou bien soupe verte. Ah oui, ça, je meurs pour ça. Bien. Je ne sais pas ce qu'ils aiment, nos invités ce soir. Gilles Vernès, bonsoir. Bonsoir. Quand on est vice-président de la Ligue de basket, qu'est-ce qu'on aime? On aime les choux? Pas forcément, pas obligatoirement. Hein. On aime tout ce qui est protéines aussi. Donc, voilà, le poisson, le titiri serait bienvenu. Ça fait deux. Hein. Ça fait deux. Attention, il faut qu'on se partage un pot. Je ne sais pas, ça coûte très cher. Frédéric Flamand, bonsoir. Bonsoir Gisèle, bonsoir à tous. Au niveau du on aime quoi? On aime quoi? Les frites? On aime on aime tout, mais on aime la bonne ambiance du plateau. Je vois la complicité, donc c'est toujours un plaisir qu'on revient ici. Quoi. Eh bien voilà, donc la prochaine fois, on prend comme gage que Clément va faire cuire les titiris. Voilà. Et juste après, on va déguster. J'attendais une soupe 4 vitesses, 7 vitesses, on verra. Bon, dans ce cas, c'est Eric qui prépare la soupe de 4 vitesses. Je crois qu'on sera obligé de décentraliser l'émission, il faut agrandir carrément. Oui, pourquoi pas, tant qu'à faire, absolument. Bien, alors voilà, nous allons parler sport. C'est vrai que la situation commence à s'améliorer. On va parler avec vraiment des pincettes, hein, pour certains. Mais avant, Philippe, c'est vrai que le monde du sport, on l'a vu depuis quelques mois d'ailleurs, hein, il y a des anciens qui partent et c'est vrai que ce soir c'est l'occasion de parler d'un autre. Ça fait 2 semaines à peu près qu'il est parti, Raymond. 2 semaines, oui. Monsieur Raymond Joseph, une légende du Good Luck, qui faisait partie de cette grande équipe du Good Luck de 1979. Pour ceux qui s'en souviennent, cette équipe qui avait sorti l'équipe de Montmorillon, que de mémoire comme ça, c'était... Peut-être il y a eu le Golden Star quelques années avant, mais ça a été la 2e équipe à sortir. On parle de football, hein? On parle de football, oui. Même si le Good Luck aussi a une section basket qui joue à l'étage inférieur, mais là on parle de Good Luck Football et de cette grande équipe de 1979 où s'étaient illustrés plein de grands joueurs comme Bertide, comme Tourelle et également comme Raymond Joseph, qui nous a malheureusement quittés il y a 2 semaines. Et dont on salue la mémoire ce soir. Raymond, la famille Raymond ou c'est la famille Oui, c'est la famille Raymond, oui. La famille Raymond qui, au Good Luck, continue, puisqu'il y en a eu d'autres après des Raymond. Oui, effectivement, oui, effectivement. Et là, le Good Luck aussi est une grande famille de football, hein, donc toute la famille est endeuillée. Et c'est aussi l'un des premiers clubs. Il y a eu le Good Luck, parmi les premiers clubs centenaires, il y a eu le Good Luck, il y a eu le Club Colonial, le Golden Star aussi. Et puis l'Excelsior. Également. De tête, c'est bien ça? De tête, il y a eu, je crois que l'Intrépide aussi avant. Oui, l'Intrépide également. Ouais. Donc, et là, beaucoup de clubs froyalais qui marquent une très très longue histoire du sport. Voilà. On présente également nos très sincères condoléances à toute la famille de Raymond et à tous ses amis sportifs.
Et bien entendu, il a marqué l'histoire du football martiniquais. Et on espère également avoir d'autres jeunes pépites comme ça, qui, quand nous serons aussi vieux quant à nous, on allons regarder la télé, il y aura d'autres jeunes à nos places qui parleront de Clément Marajo, qui parleront de Philippe ou encore de Frédéric Flamand, par exemple. Vous aviez été des sportifs avant d'être président. Oui, on a essayé de... Avant qu'il intervienne, il ne faut peut-être pas oublier non plus la Jade Trinel qui a fait un bon parcours. C'est vrai, effectivement. C'est vrai. J'étais au match en 87 à Sera, en banlieue parisienne, au fameux stade Bauer de Saint-Ouen. C'est pourquoi vous avez autant de souvenirs qui remontent. Non, des souvenirs. Ils avaient fait un match de légende avec un arbitrage plus que douteux. Mais on ne va pas développer le sujet ce soir. Donc on fera une émission spéciale à ce sujet. Bien, deux sports collectifs ce soir. Pratiquement, ce sera les mêmes questions. Messieurs, aujourd'hui, que pouvons-nous dire? Vous allez recommencer quand? Première question. Votre date, vous l'avez déjà? Nous avons recommencé avec le pôle déjà, qui est un public dérogataire. Donc le pôle a repris. Et une manifestation, une compétition qui a eu lieu déjà, les interligues garçons en début de mois. La date officielle, reprise de championnat, est-ce qu'on peut parler de reprise de championnat? Donc, l'activité hand reprendrait d'abord avec les jeunes. Ce serait pour le week-end du 28 novembre, avec les jeunes, les moins de 12, et les U10, les U12, qui ne sont pas soumis à ce pass sanitaire. C'est ça. Et pour le basket, c'est prévu? Eh bien, pour le basket, nous avons repris avec notre pôle espoir, puisque c'est un public, ce sont des jeunes labellisés, c'est un pôle labellisé, et donc qui bénéficie de dérogations pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Donc ils ont pu reprendre des entraînements, et d'ailleurs, il y a une délégation qui part pour nous représenter au CIS, et ils partent, il y a 8 jeunes, 4 garçons, 4 filles qui ont été sélectionnés, et qui partent mercredi, demain à 20h, qui prennent l'avion pour la métropole et qui vont rejoindre leurs homologues guyanais, guadeloupéens. Et, la Corse, peut-être? Oui, il y aura la Corse qui sera représentée là-bas, mais surtout au niveau de la zone Saint-Martin. D'accord. Voilà. Bien, eh bien, respectivement, on va parler des disciplines. Oui, en fait, on sait que vous représentez le président sur ce plateau. Oui. Il est parti à l'Assemblée générale de la Fédération française. Est-ce que vous avez des informations entre-temps Eh bien, écoutez, effectivement, président Dambo, accompagné de notre trésorière, sont partis. Il nous représente actuellement à la Fédé pour l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est terminée, mais les travaux ne sont pas terminés puisqu'ils ont d'autres réunions. Et donc, bon, pas beaucoup d'informations, mais n'empêche qu'ils reviendront forts de leurs travaux pour continuer à travailler sur la meilleure reprise. Ils ont procédé quand même au tirage au sort avec les homologues de la zone. Ils ont procédé au tirage au sort de la Coupe de France. Donc, si ça peut se faire, elle se tiendra, ce sera avec plaisir. Ce sont une belle chose, effectivement, parce qu'il faut que les choses recommencent. Oui. Vous avez cette envie aussi, je suppose. Bien sûr, nous avons hâte de reprendre, effectivement. Nous avons la possibilité de reprendre. Mais le couvre-feu, la pandémie, le couvre-feu particulièrement, nous contraint énormément. C'est un bel handicap, ça, le couvre-feu. Oui, particulièrement le couvre-feu, c'est carrément la plus grosse contrainte, on va dire. Le scénario, c'est quoi exactement par rapport au couvre-feu? Par rapport aux jeunes qui sont, peut-être pas, ceux qui sont à l'école, mais c'est particulièrement pour ceux qui sont en club, voilà. Par rapport à la date, à l'heure et tout ça? C'est ça, c'est les catégories supérieures, les seniors particulièrement qui sont impactés par ces horaires, puisque bon, c'est l'heure où ils commencent généralement leur entraînement et les créneaux horaires sont difficiles à avoir au sein de leur club et même leur disponibilité, puisqu'ils travaillent, il y a beaucoup de contraintes, en tout cas. Et vous êtes là aussi, pareil, avant les entraînements, c'est comme dans d'autres clubs, il faut faire d'abord le contrôle de tous ceux qui rentrent dans le RP? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes tenus de mettre en place et de faire appliquer les directives fédérales et gouvernementales. Donc aujourd'hui, le pass sanitaire est exigé pour la pratique du basket. Donc oui, les clubs sont tenus de contrôler l'accès. Qui fait un laps de temps, donc quand on parle de 19h, s'ils viennent à 17h,
30 minutes pour contrôler. Ça peut générer, c'est vrai que ça génère des ralentissements forcément, donc ça réduit le temps d'entraînement réel, effectif. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que les instances officielles vous donnent des facilités, vous donnent des aides pour pouvoir réaliser justement ce contrôle? Non, pas particulièrement. Des directives, non, pas particulièrement. Il n'y a pas de dispositif ni au niveau de nos collectivités, ni au niveau de la fédération qui nous permettent de nous aider pour mettre en place ce dispositif de contrôle. Il est très simplement indiqué qu'il est à la charge des organisateurs de manifestations pour pouvoir contrôler. Et donc, face à ce manque d'aide, comment vous vous organisez? On se concerte, nous prenons la tâche des clubs, on s'est concerté déjà avec les présidents de clubs afin de faire un état des lieux de la situation. C'est vrai que il y a quand même un scepticisme général et ils nous disent qu'ils ont beaucoup de difficultés justement à mettre en place ce contrôle. Parce que comme on sait, le sport amateur, c'est du bénévolat. Et le problème du bénévolat, c'est que ça a ses limites et il est très difficile aujourd'hui de trouver le nombre de personnes nécessaires pour pouvoir mener à bien nos actions, quoi. Combien de clubs qu'il y a au niveau basket? 27 clubs affiliés aujourd'hui. Affiliés aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. C'est moins qu'en 2019? Non, du tout, au contraire. Nous avons eu la joie d'accueillir d'accueillir l'affiliation de 2 nouveaux clubs. Ah oui. Oui, un autre club à Saint-Joseph et un autre au Lamentin. D'accord. Donc c'est le Thunder Basket Club et le Falcon Hit Basketball. Voilà. D'accord. Ouais. Avec toutes les sections ou non, alors justement, le club, le Falcon Hit du Lamentin, eh bien, aujourd'hui, c'est affilié pour ces catégories jeunes. D'accord. Voilà, c'est ça. Et l'autre club, donc le Thunder Basket Club, eh bien, s'est engagé pour des catégories seniors en pré-régional. Et masculin, féminin? Si mes souvenirs sont bons, ils se sont engagés au niveau d'une équipe féminine. D'accord. Voilà. Donc c'est une très belle chose. Oui, bien sûr, oui, c'est clair. Donc ça fait aussi un peu plus de licenciés? C'est censé en faire. Aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à la pandémie, nous sommes un peu à la traîne en termes de licenciés. Ils sont toujours un peu réticents. Mais nous gardons espoir pour que la courbe puisse se redresser rapidement et que les gens puissent se décider à présenter les mesures nécessaires. Alors, est-ce que vous savez déjà comment vont se dérouler les compétitions, le championnat, la coupe? Nous avons une commission sportive qui, depuis le début de la pandémie, croyez-moi, ont dû faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, de souplesse pour pouvoir jongler entre les dispositifs sanitaires, le couvre-feu. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et bon, l'année dernière, on a pu mettre en place un calendrier. Cette année encore, ils travaillent sur le calendrier. Les compétitions, nous souhaitons faire une saison régulière, bien sûr, et aller au bout de cette saison régulière, engager aussi la Coupe de Martinique, la Coupe de France et autres compétitions. En tout cas, on sent que vous êtes optimiste. Hein, il faut garder l'optimisme, écoutez, parce que si on veut pratiquer et aller dans le bon sens des choses, il faut quand même garder cet optimisme, à mon sens. Et c'est vrai qu'avec votre copain du hand, il vous faudra jongler aussi sur les infrastructures. Oui, c'est ça. Alors, vous vous êtes déjà concerté entre les différents clubs? Parce qu'il y a le volley, il y a le basket, il y a le hand. Et il y a le futsal. Et il y a le futsal également. Et oui, donc ça fait quand même 4 disciplines. Les infrastructures ne sont pas extensibles, c'est sûr. C'est une grosse problématique, les infrastructures en Martinique. Donc, pour le développement de notre discipline, du basket, et aussi des sports dont vous avez parlé, les 3 autres du moins, excusez-moi. Et c'est vrai que ces infrastructures, nous sommes obligés de les partager. Donc il faut de la place pour tout le monde. Nous pouvons cohabiter.
malheureusement, nous sommes obligés de jongler avec des créneaux horaires. Ce n'est pas évident. C'est toujours qu'il y a un couvre-feu. Avec un couvre-feu à 19h. Quand on sait que les baskets, on y va jusqu'à 23h, comme le hand d'ailleurs, Oui, 23, 24, parfois jusqu'à 1h du matin quand les compétitions peuvent déborder. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, nous n'avons guère le choix aujourd'hui. Et il s'agit de volonté pour faire évoluer cette infrastructure en Martinique. La chose n'est pas simple. Ouais, et la chose n'est pas simple, oui. Je pense que vous avez un bon observateur. Vous avez dû entendre l'annonce gouvernementale avec les 5000 infrastructures à créer et priorité aux ultramarins. Absolument. Donc, là, on saura se fédérer. Mais ça me fait penser à notre regretté Clément Marie qui portait ce projet-là, les infrastructures. Il m'a fait venir au CETOSMA pour ça. Ouais. On saura avec les bonnes personnes. Mais bien, non, pas moi. Mais... non, mais il y a des talents. Je ne vous ai pas dit d'en prendre la présidence. Non, mais on va ce sera mercredi. Mais il faudra vraiment mutualiser, se fédérer pour porter ce combat-là, parce que c'est un vrai problème. Alors, il y a des annonces. Moi, j'avais entendu d'anciens ministres dire qu'on allait donner de l'argent pour ne serait-ce que réparer le CETOSMA et tout. Oui, mais beaucoup d'annonces. Mais maintenant, on voudrait que vraiment ces annonces soient vraiment se concrétisent sur le terrain, parce qu'on en a vraiment besoin. Est-ce que vous connaissez la dernière date de fabrication, le dernier hall implanté en Martinique? C'était vous, ça remonte. Rivière-Salée, peut-être. On m'a dit, peut-être. Vous voyez, c'est Rivière-Salée, ça fait plus de au moins 25 ans. de France et tout, donc on en a besoin, quoi. Alors, c'est vrai qu'il est prévu 250 000 € pour relancer le sport, dont 5 000 pour... non, pas 5 000 €, mais non, j'ai entendu 5 000 Oui, 5 000 € pour la création et le renouvellement des pas 5 000, ça fait pas beaucoup. 5 millions, 5 millions d'euros. Non. C'est quelque chose comme ça. Non, c'est 5 000 €, on va si nulle c'est part. 5 000, on fait juste pas mal. 250 000 €. 5 millions. Et moi, j'ai entendu surtout que dans le montage financier, autant on demande dans les structures hexagonales, c'est moitié-moitié, autant pour nous, ce sera plein pot, quoi. Donc, il suffit de faire les bons projets. Et lors d'une réunion, il me semble qu'il y a peut-être 3 infrastructures à monter par secteur. On va dire par territoire. À nous de trouver. Donc, et justement, c'est un projet qu'on ira frapper à la porte de monsieur le préfet. Ben oui, oui. Je ne sais pas que quand il nous permettra de faire des choses, donc on ira porter ce projet. Comme il était prévu un gymnase à Pierre-Aliquer, je pense qu'il faut le relancer. Après, c'est vrai que... C'est l'enjeu politique. Et voilà, c'est les politiciens qui vont parler. Alors, mais là, justement, parce que vous parlez de politique, alors est-ce que vous avez, par rapport à cela, est-ce que vous avez déjà des rencontres, des rendez-vous avec la nouvelle gouvernante, puisque les choses ont changé? Est-ce que vous avez, particulièrement les sports, sachant que... En attendant cette infrastructure, les lycées et les collèges sont sous la coupole de la CTM. Au niveau de ces collèges et lycées, il y a également des infrastructures qui sont fermées, par exemple, après les cours. Est-ce que là, ça peut être aussi une alternative? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire dans ce sens? Alors oui, la méthode, c'est ça. Il faut très tôt se rapprocher des décideurs. Mais maintenant, avec le contexte, c'est vrai qu'on les laisse tranquilles pour l'instant. Ils viennent d'arriver, donc je pense qu'ils ont d'autres priorités. Non, mais ils ont d'autres priorités, mais je sais que la présidente de la commission sport, c'est une handballeuse, Madame Manet, que je salue. Donc très tôt, on ira voir ces personnes en temps et en heure pour porter des projets. Parce que bien sûr, pour sortir de là, il faut porter des projets et pour qu'ils nous aident à les concrétiser. Mais en attendant ces projets, comme j'ai dit, il y a des infrastructures dans les lycées et collèges. Oui. Est-ce qu'il y a une mise à disposition qui peut être faite pour vous permettre, parce que tout à l'heure, M. Vernès disait, il faut partager. Il y a 4 disciplines qu'il faut loger pratiquement, qu'il faut accompagner. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à voir et à faire avec cette gouvernance. Écoutez, déjà l'accès aux infrastructures scolaires, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très cadré. C'est l'académie, c'est le rectorat, c'est aussi la CTM, bien sûr. Mais les murs appartiennent. Oui, bien sûr, mais bien sûr, mais c'est des conventions à établir puisque c'est un établissement fréquenté par des élèves et donc ça reste très très cadré, bien sûr. Donc il faut bien sûr une mise en place de conventions comme
comme disait mon homologue de M. Flamand, de porter des projets et de façon à ce que, justement, que ce soit cohérent pour qu'on puisse nous permettre d'avoir accès à ces infrastructures. Oui. Alors, en matière... on a commencé à mettre le pied à l'étrier parce qu'il y a 2 ans, avant le confinement, j'ai en tête le gymnase de Mon Désir du Marin. Il y avait des travaux qui étaient faits parce que la difficulté, c'est quoi? C'est que les chefs d'établissement sont réticents parce qu'il faut différencier l'entrée des scolaires avec l'entrée, puisque nous, on voudrait avoir un accès, surtout le week-end, le samedi, dimanche, peut-être en soirée, quoi. Et donc, il faut sécuriser l'infrastructure, le PLP, le PLE, et puis permettre... donc, il y a des travaux. Et il me semble, il y a 2 ans, avant le confinement, au gymnase du Marin, c'était le premier, on était en train de finaliser. Donc, comme je dis, on les laisse tranquilles par rapport au contexte sanitaire, mais il faut vraiment reprendre cela. Le gymnase du Marin, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Alors, mais en matière d'infrastructure, il y a quand même, on a peut-être eu un petit oubli tout à l'heure, c'est la halle du campus de Schellcher, qui apparemment est déjà un petit peu utilisée par les handballeurs. Les basketteurs l'utilisent-ils? Parce qu'il y a quand même... Aujourd'hui, nous n'utilisons pas pour nos compétitions cette infrastructure. Effectivement, nous n'avons pas encore été faire la mesure pour pouvoir prendre des mesures pour l'exploitation. Et donc effectivement, c'est une opportunité supplémentaire pour la pratique. Mais je pense que vous avez pris le mauvais exemple pour le campus, parce que sincèrement, nous avons un club qui joue le MUC handball et tout. C'est très difficile, c'est très fermé, je vous dis, et parce que ils ont des contraintes hein. Donc, à mon avis, là, il faudra encore que le coach encore davantage. Donc, on va encore essayer, parce que ça n'appartient pas à la système en plus. Il faudrait vraiment, je pense qu'il faudrait... On sera plus peut-être côté CTM où il y a des conventions sont en train d'être mises en place, où la CTM a vraiment compris cette histoire de sécurisation. Je pense que là, l'ouverture viendrait plutôt de là. Plus de ce côté que côté campus. Voilà. Sauf s'il y a un Dieu campus qui vous entend. Quand j'entends les dirigeants du MUC parler, à mon avis, je ne suis pas très rassuré du tout. Et pour ce qui sera des installations du lycée Schellcher qui vont être bientôt livrées, ça appartient à la CTM, donc on verra. Donc, convention, et peut-être que là, en avance, en amont, ils ont prévu les 2 entrées différentes. On verra, on posera des questions. Et en ce qui concerne le hand, vous aussi, combien de clubs réaffiliés? 32 clubs. Moins que l'année dernière? On se maintient. Après, mais au-delà du nombre, c'est pas tant les clubs. Hein. C'est le nombre de licenciés. C'est ce qu'on met dedans. Et là, c'est vraiment la misère. C'est à peu près cette expression. Il y a beaucoup de... Sincèrement, quand on regarde les chiffres... il n'y a pas autant... Il y a les clubs réaffiliés, mais les athlètes ne sont pas... Donc on a... Bon, pour vous dire, la saison, il y a une période de mutation. Là, on a vu, il y a environ 70 mutations. Comme quoi, ça montrait que les clubs avaient envie de reprendre. Après, c'est vrai qu'il y a un impératif. Il faut se faire la mutation avant une telle période. Donc là, les mutés sont prêts, mais derrière, les renouvellements, les créations, on n'a pas de renouvellement alors qu'il y a des incitations financières. La Fédération française de handball a rendu gratuite sa part fédérale. Donc normalement, pour un licencié qui renouvelle, c'est environ, si les clubs avaient le loisir de répercuter cette remise, on va dire, donc une licence renouvellement devrait coûter moins cher une vingtaine d'euros. L'aspect financier a son importance, parce que nous dirigeants, nous essayons d'expliquer pourquoi le licencié qui aime son sport, au-delà du contexte, quand on aime son sport, c'est un engagement. C'est une association, il y a un maillot, il y a une couleur de maillot, quand vous parliez du Good Luck tout à l'heure. C'est une famille. Quand on aime son sport, on se licencie, quel que soit ce qu'il y a derrière. Moi, j'entends, oui, mais si on ne peut pas jouer. Il viendra un temps si vous n'avez pas joué, vous licenciez, si vous n'avez pas joué, on trouvera la mesure pour accompagner. Mais là, qu'est-ce qu'on demande?
licenciez-vous, montrez Au moins pour pouvoir puisque- planifier des parce choses. que- C'est ça. voilà, parce que les clubs ne peuvent pas vivre. Et après, les clubs, on sort d'une réunion jeudi dernier avec les présidents de clubs, c'est nos mandats, je les comprends, nous, on souhaite les accompagner. Nous, Ligue, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en place l'offre. L'offre handball est là. Je pense que notre question viendra tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons déjà des compétitions de prévues. Les compétitions attendent justement les joueurs. Ouais. Et si les joueurs ne font pas le pas? Oui, mais si les joueurs ne peuvent pas s'entraîner, donc ouais, c'est le Oui. serment qui se mord la Voilà, queue aussi. Mais, absolument, ouais. maintenant, mais nous, je pense que nous dirigeants, gouverner, c'est prévoir. Nous avons anticipé ces choses-là. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que nous demandons? Il faut vraiment que chacun, à sa place, se responsabilise. Il faut, donc, je ne vais pas pousser au vaccin, je ne suis pas médecin, mais sincèrement, il y a des choses à faire. Si on aime ce sport, nous devons obéir à des protocoles. Eh bien, on se licencie, on frappe à la porte du club et puis on essaye de voir, on fait ce qu'il y a de mieux. C'est ça. Et ce qu'il y a de mieux, c'est se battre pour y arriver. Et c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Et En fait, on se rend compte qu'en fait, il faut beaucoup de pédagogie. C'est pour ça qu'on vous remercie de nous donner ces espaces de parole. Il faut vraiment accompagner, il faut rassurer. On parlait d'accompagnement financier. Ce soir, il y a une visio qui est faite par la DRAGES pour Absolument. le passeport. Il y a des dispositifs qui existent pour accompagner. Mais après, on n'y va pas et puis on dit, il y a un immobilisme. Le mot est fort quand même. Il y a un attentisme, immobilisme, vous voyez. Ouais. Il se fait, c'est peut-être anti-hier, on attend, on regarde passer puis le on va train, voir et si- pendant ce temps, je On va vous voir dis, si ça commence, pendant ce temps, Madame Amériche, pendant ce temps, la Réunion joue, Oui. la Réunion joue en handball, Mariotte joue, dans des conditions... Et pourtant, ils étaient parce dans qu'ils n'ont une pas... situation sanitaire, oui. Ils jouent encore sur des plateaux ouverts, hein. Il n'y a même pas de... Mariotte joue. Alors, quand on nous demandera plus tard d'aller rencontrer ces équipes, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ça. Que voulons-nous pour nos sports? Que ce soit au basket ou au handball, que voulons-nous? Nous sommes en train de rater le train, là. Et Oui, donc, mais il faut vraiment se reprendre, se responsabiliser et se reprendre. est-ce que c'est pas la situation sanitaire qui provoque cela? Est-ce que les gens n'ont pas peur? Oui, j'entends cela, je peux comprendre, mais la situation sanitaire ne peut pas tout expliquer. Parce qu'on a envie, il y a des choses, là, pour le regarder, pour l'instant, la situation sanitaire n'empêche pas de se licencier. On est d'accord. J'entends peut-être qu'on dit, mais pourquoi se licencier si on va pouvoir jouer? Encore une fois, nous, on pourra donner les mesures d'accompagnement après. Là, on ne peut pas s'entraîner collectivement par rapport au pass sanitaire, par rapport au couvre-feu. Ça, Et sinon, le sport collectif n'est pas encore permis, N'est pas encore il me permis. semble. N'est pas encore permis. C'est moi. Donc, on demande aux joueurs de penser De se déjà préparer. à faire la préparation individuelle. Après, notre question n'est pas encore venue, mais je l'anticipe. Nous, comme on a prévu les choses au niveau du championnat, nécessairement, en fonction de... Vous avez fait un appel tout à l'heure, monsieur le préfet. Nous attendons cette date de reprise. Dès lors qu'on aura une date de reprise pour les sports collectifs, le président de la commission sportive, M. Herbie Bossé, lors de la réunion avec les présidents de club, nous allons leur laisser 3 semaines de réathlétisation. Donc, vous pouvez calculer facilement. Ouais. Dès lors que M. le préfet nous donne son aval, son feu vert pour les compétitions, Pour les entraînements et... en adaptant le couvre-feu, bien Bien sûr, sûr. bah, il faut que les choses Oui, soient parce que- logiques. oui, oui. Voilà, parce qu'on peut nous dire que Vous pouvez entraînez-vous commencer, et puis oui. il n'y a pas... bon, quand les choses seront vraiment dans des bonnes conditions, il y aura 3 semaines de réathlétisation et les compétitions seniors pourront recommencer. Bien, c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est quand on est président de club, comme président de ligue. plutôt. Oui, c'est ça. Parce que nous avons des mandants qu'il faut satisfaire parce qu'ils frappent à la porte. Encore une fois, là, on nous demandait, mais on veut bien obéir à des passes, mais qui va payer les tests? On veut bien Alors, faire des tests. qu'est-ce que vous avez préconisé, vous, à la Ligue de hand? Alors, pour l'instant, on n'en est pas là parce que les tests sont C'est encore toujours- oui, gratuits ils sont encore jusqu'au gratuits. 15. Moi, si monsieur le préfet est logique, soit il nous permet de recommencer, et donc là, on va demander un assouplissement. Donc, Bien on ne sait sûr. pas encore si c'est test ou bien. Mais si jamais on se maintient, si la mesure d'état d'urgence est prolongée, je pense que les tests seront prolongés. encore gratuits. Donc, il y a des choses à faire quand même. Donc, par rapport à l'aspect financier, il y a des discussions à faire. Mais le simple aspect financier ne doit pas être un frein.
le sport, c'est pas que de l'argent, ça y est, mais le sport, quand on aime, le sport effectué, on connaît, c'est la santé. Donc, trouvons les moyens de... Là, ce week-end, eh bien, nous avons d'autres pratiques. Ce week-end, la CTS, la CTS Virginie-la-Mer, par rapport au public dérogatoire, le public du pôle, ils ont fait un beach hand à Trinité. Ouais. D'autres manières d'exister. Pourquoi pas un club d'aller faire du beach hand? Oui, comme ça réduit le nombre de personnes. Oui, bon, et ça leur permet sur l'histoire, on devient des experts, ça devient plage dynamique, des ERP par destination. Bon, on fera attention à tous ces engagements-là. Mais oui, mais on peut quand même faire des choses en extérieur. On peut. Nous, au niveau du handball, on a d'autres pratiques à faire, à mettre en avant. Le hand à 4. Parce que justement, ça permet, comme les effectifs ont baissé, peut-être qu'on pourrait faire des compétitions de hand à 4, des compétitions de beach. Vous voyez, on nous demande de nous réinventer, on est prêts. Ça. Mais donnez-nous les moyens de faire notre sport tranquillement. Et puis vous, athlètes, affiliez-vous. Oui, licenciez-vous. Parce que au-delà de la licence, la licence, vous créez et puis ça et la licence, c'est une assurance aussi. Bien sûr. Il n'y a pas que l'aspect. L'assurance, c'est une assurance. Parce qu'on vous demande de vous entraîner, mais vous n'êtes pas assuré. Les licences, ça allait jusqu'au 15 septembre. Donc voilà, il ne faut pas pratiquer sans licence. Sans licence. Sans assurance. Et là aussi, pareil, donc vous avez prévu, donc comme disait le basket, vous avez prévu également, quand on va recommencer, le laps de temps donné, calculer le nombre de temps qu'il faut contrôler, tous ces tests, pour avoir un laps de temps. Donc 22 heures, c'est bon, 23 heures, pour avoir un vrai entraînement. Oui, alors c'est vrai que les clubs nous demandent comment faire. Alors ils sont très imaginatifs. C'est vrai qu'on nous demande de contrôler. Mais dans des clubs, très certainement, dans tous les clubs, il y a certainement un dirigeant qui est un référent COVID, quelqu'un qui connaît un infirmier par-ci par-là, qui est prêt à donner de son temps parce qu'il faut une personne assermentée. Donc voilà, c'est ça, c'est déjà prévoir dans la procédure. On a quelqu'un, trouver la ressource, déjà, c'est quelque chose. Et puis calculer le laps de temps pour pouvoir faire ça. C'est vrai que c'est très contraignant, mais on est bien obligé de passer par là et les clubs s'y prêtent à faire ces tests-là. Et en ce qui concerne, alors, vous n'avez pas de jeunes qui partent contrairement au basket, vos jeunes. Ils sont partis ils sont déjà partis, aux Interligues. Ouais. Alors là, nous avons non, il y a des filles qui sont parties en ce moment, ils ont fait une compétition filles. Il y a deux Martiniquais qui sont partis et qui ont rejoint, c'est une équipe Interligue filles, qui sont partis dans la région de Toulouse faire une compétition. C'était semaine dernière. La semaine dernière. Et là, pour le moment, pas encore. Donc, vous restez toujours dans cette dynamique d'entraînement et voilà. Avec les jeunes, hein? Oui, alors, les jeunes peuvent commencer. Là, pour les jeunes, c'est paradoxal. Alors qu'on s'aperçoit que les jeunes, il n'y a pas de passe sanitaire, c'est les parents qui sont un peu réticents. Parce qu'il faut accompagner. Voilà. Donc là encore, il faut rassurer. Bon, donc, mais les jeunes, je pense que ce sera plus facile de faire repartir les jeunes que les seniors. On attend. Ouais. Et pareil pour vous, hein? Oui, donc les jeunes sont... Les jeunes peuvent sont déjà commencer, dans puisque ils n'ont pas l'obligation, pour les moins de 12 ans, ils n'ont pas l'obligation de présenter le pass sanitaire. Alors c'est vrai que certains disaient, pour certains clubs, pour certaines disciplines, on voit bien que les jeunes sont en classe, et dans les clubs, on leur dit qu'il faut faire un contrôle parce que c'est dans les clubs alors qu'ils sont à l'école et ils n'en ont pas besoin. Là aussi, c'est des contraintes que vous... Mais c'est même une ambiguïté. C'est pour ça que je pense que tout ce monde-là qui nous dirige, il faut qu'il nous explique. Oui, on a compris, on est passé à un stade 3 au niveau de l'éducation nationale. Le sport, l'éducation physique et sportive a repris, quoi. Sans passe, sans contrainte. Alors pourquoi nous... Ce sont ces mêmes enfants qui sont en club, alors qu'on leur demande... Alors voilà, l'UNSS va reprendre. Bon, maintenant, expliquez-nous. Et bon, on veut juste pouvoir reprendre... C'est quelque chose, hein? Non, mais... ça fait bon. Ici, c'est sans langue de bois, hein? Non, c'est que vous dites, c'est que bien sûr. Mais après, bon... c'est seulement qu'on a déjà frappé. On n'est pas désabusé, le dirigeant. Ça vous fatigue? Vous êtes fatigué? Même pas, on voudrait comprendre parce que, sincèrement, moi je revois. Vous voyez comment on sait faire les poules des As. Ça fait 2 ans qu'on a envie de retrouver cette normalité. Mais et les mesures qui sont prises ne nous poussent pas. On ne tend pas vers cela. Là, je l'ai dit. Ailleurs ça joue, dans l'Hexagone ça joue, donc ça veut dire que cette saison 2021-2022, on devra fournir un champion de handball martiniquais qui devra aller jouer en France hexagonale pour prétendre au titre de champion.
comment je vais faire? C'est Donc ça veut dire qu'on aura une demi-saison parce que dans les projections de la commission sportive et tout, la saison commencerait, on espère que la commission commence vraiment... En novembre? Non, on va dire en janvier. En janvier. Oui, parce que là, alors, il faut les en entraînements. Novembre, justement, il y a une formule faite pour essayer de faire des poules, pour pouvoir, parce que n'importe comment, si, pour les avertir, alors ça veut dire que si c'est une demi-saison qui commence en janvier, on ne pourra pas faire 18 journées. Hein. Bien sûr. Donc, pour réduire le nombre de journées, on sera obligé de faire des poules. Ouais. Et donc, pour établir ces poules, il y aura une pré-compétition qu'on ferait... Dès lors que M. le préfet nous a, entre novembre et décembre, une pré-compétition pour établir ces poules, pour faire une demi-saison pleine jusqu'au mois de mai, pour avoir une poule désastre. Mais bon, voilà. On attend, mais vous voyez, diriger, c'est ça, on sait déjà où on veut aller, mais on attend l'élément déclencheur, ce sera cette fameuse date, sans contrainte, bien sûr, sans couvre-feu, et puis avec des protocoles peut-être assouplis. Mais vraiment, c'est là qu'il faut vraiment que le sport martiniquais, même le sport ultramarin, parce que je vois que nos amis guadeloupéens et nos amis guyanais ne sont pas mieux, mais il faut vraiment qu'on prenne, et peut-être sport, parce que autant là on est ensemble, mais les difficultés de handball sont peut-être pas celles du basket. Et encore, on partage, mais sont peut-être pas celles du football parce que le football se fait en extérieur, etc. Donc, il faut qu'à un moment, que ces personnes-là s'asseyent avec nous et essayent de voir nos besoins pour trouver le consensus, etc., pour nous permettre de fonctionner. C'est sûr qu'il y a des dialogues, mais ce ne sont pas des dialogues de sourds, mais c'est presque ça. Des dialogues un petit peu mal compris. Des dialogues qui vont dans un seul sens, parce qu'on explique, mais on n'est pas entendu. Donc ça sert à quoi de dialoguer? Ouais. C'est comme pour le football, où on leur a demandé de commencer la Coupe de France au mois de novembre, pour pouvoir terminer de façon à ce qu'il se passe les 32e de finale en métropole. Donc, pas dans les conditions en ski. En ce moment, c'est pas possible. C'est vrai que et le manque à gagner que vous avez, on ne parle pas d'argent, mais ça fait vivre la Ligue. Moi, je rigole. Pourquoi manque à gagner? Il n'y a rien à gagner parce qu'il n'y a pas de compétition. Et c'est ça. Quand les clubs nous demandent est-ce qu'on peut les aider, on voudrait pouvoir aider. Mais l'argent vient d'où? L'argent vient des manifestations qu'on faisait. Il y a 2 ans qu'on n'a pas fait de poule désastre. Contrairement au basket, oui, c'est vrai que vous faites payer quand même des entrées. Et oui, on fait payer parce que... Oui, d'accord. On a une billetterie. On a une billetterie, effectivement. Ça fait partie de nos ressources financières, oui. Ouais, c'est vrai que elle n'est pas énorme, bien sûr. Ouais. Et là aussi, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la commission de sport de la CTM. Est-ce que là aussi, il y a des avancées ou encore un pourparler avec une aide exceptionnelle qui pourrait être apportée aux différentes ligues? Alors là, la CTM, non, pour l'instant, parce qu'on a vu que la CTM a fait, il y a des annonces par rapport à un dispositif pour les structures, je crois que coût fixe, etc., c'est la comptable qui m'en a parlé. Donc il y a des dispositifs d'aide pour tout le monde, mais l'aspect sport, aider le sport, on n'en est pas encore là, quoi. Mais je vous dis, on va frapper aux bonnes portes quand le temps viendra. Là, pour l'instant, les subventions, c'est plus au niveau de l'État avec la DRAGES. Mais là encore, je me pose des questions parce que le fonds d'aide de l'année dernière n'a pas toujours été versé. Donc, je fais un appel au pied à M. Privat. On attend, puisque vous vous rappelez le défraiement des arbitres. Les fonds d'aide sont en Covid. On avait fait des matchs à huis clos, donc l'arbitrage devait être... on n'en a pas encore cet argent-là. Cet argent-là. On devait compenser nos pertes financières parce que là, oui, la manne pour la Ligue de handball, c'était vraiment les poules désastres où on arrivait à... Il y avait une recette quelque part. Bien sûr, très conséquente, mais on n'a pas ça. C'est ça. Donc, si on n'a pas cette recette-là, quand je parle de manque à gagner, donc... Oui, c'est bien ça, et c'est pas compensé. Et donc, comment aider les clubs derrière, quoi. Ouais. Donc, là, on vit sur notre petit matelas qui s'amenuise, notre petite réserve, donc c'est bien pour ça. Et vous avez aussi du personnel administratif? En plus, bien sûr, nous avons du personnel et comme les licences, c'est les licences qui vont nous permettre de payer ce personnel-là, donc vraiment que... Alors, on va pas assombrir le tableau, mais c'est vrai qu'il faut penser à cela, nous devons être de bons gestionnaires. C'est ça, donc on ne peut pas prétendre à faire tout et n'importe quoi. Bien. Est-ce que le fait que les équipes de France masculines et féminines cherchent un peu l'Olympique,
Est-ce que ça aurait des retombées financières au niveau de vos ligues? Non, retombées financières, non. Merci de le rappeler. C'est vrai que le handball, double champion olympique au féminin, au masculin, c'est pas si évident. Et avec des Martiniquais en plus. Oui, Coralie Lassoux, formée à Carrefour de Tivoli, capitaine de l'équipe de France. Et puis donc Cédric n'était pas. Il était blessé, Cédric. Non, il n'est plus retenu en équipe de France. Après combien d'années de bons loyaux services. C'est vrai qu'il a 36, donc 37 ans. Il a passé la main et il n'est plus capitaine. Mais bon, nous avons encore... après, bon, parce qu'il faut être ultramarin, mais vous avez bien vu que les Guadeloupéennes avec Orlane Canor, elle n'a pas joué, elle n'était pas là puisqu'elle était blessée. Mais nous avons le sport ultramarin... Voilà. Sandrine Gruda. Quand on voit Sandrine Gruda et Iliana Rupert. Et on doit d'ici aussi par extension. Ici, bien sûr. Ce sont de 10 représentants de notre département. Et si Mathias Lesson n'avait pas été blessé, il aurait été là aussi. Il ferait partie très certainement de cette. Donc il y a toujours la main qui est donnée, mais la main ne reçoit pas. C'est ça. Mais quand on voit l'apport du sport ultramarin au niveau national, donc c'est pour ça que cette dimension-là ne doit pas être occultée, quoi. Donc on doit pouvoir, parce que et vous avez bien vu que nous, vous parliez de pépites tout à l'heure. Oui, nous avons des pépites que nous consentons à laisser partir, parce qu'on voit bien que pour que le sportif puisse vraiment évoluer, on voit bien qu'il y a un travail foncier que nous faisons ici, la base est ici. La formation elle est faite ici. Alors on les intéresse pas par rapport à notre côté athlétique et tout, mais il n'y a pas que ça. Donc, donnez-nous les moyens de fonctionner. Vos présidents font partie de la fédération, non? De différentes fédérations, non? Votre président ne fait pas partie de la fédération, non? De quelle fédération? De la fédération de basket, non. Non, votre président, non. Non. Alors, nous avons une Guadeloupéenne, Mme Gina Saint-Fort, qui représente les ligues ultramarines. Donc, la voie ultramarine est reconnue au niveau fédéral. Non, du tout. Non, au niveau du basket, non. Alors, c'est vrai que c'est aussi une façon de taper du poing sur... Ah oui, mais je pense que c'est comme c'est de là que ça part. Il faut vraiment que les ultramarins soient unis. Et là, on essaie autant parce que nous raisonnons en zone, la ZAC, zone Antilles-Guyane, parce que nous avons une compétition, rappelez le Hanzag et tout, qui est en Berne en ce moment. Donc, et nous essayons de fédérer aussi avec Mayotte et la Réunion. Et c'est là vraiment, parce que je vous assure que donc la gouvernance a changé aussi au niveau de la Fédération française, c'est M. Philippe Bana maintenant. Absolument. Mais il faut vraiment que les Outre-mer, tout à fait, parce qu'il y a des décisions il y a des mails qu'on ne reçoit pas, etc. On en est encore là à essayer de montrer... De dire que nous sommes là, mais quand ils ont besoin... Et quand on voit l'apport des ultramarins dans les équipes de France, il faudrait qu'on ait plus de considération. On en est là encore, malheureusement. Justement, les Jeux Olympiques à Paris en 2024 ne sont-ils pas un moyen justement de dire, bon, puisque vous voulez que la France ait des résultats, donnez-nous les moyens? Ça fait le couteau sous la gorge. Oui, mais pas seulement les Jeux. On ne devrait pas attendre les Jeux Olympiques, parce que c'est tous les combien. On ne devrait pas attendre les Jeux Olympiques pour avoir ce regard. Ça doit tout attendre. Comme ça se fait dans d'autres disciplines. Au-delà du sport, les ultramarins, au niveau géopolitique, quand on voit les apports des ultramarins, là aussi, au niveau sportif, ça doit être reconnu et nous donner aussi. Après, il ne s'agit pas de quémander, parce que je parlais tout à l'heure de projets. Nous avons des projets. Mais accompagner quand nous allons projets. les voir, nous savons faire des montages financiers, donc quand nous allons les voir, c'est avec des projets qui tiennent la route. Mais on doit être mieux entendu. Bien sûr. Et c'est là, on en est là. Et c'est pour ça que, je pense que nous sommes des dirigeants, nous devons être professionnaliser ces dirigeants-là pour aller... Le constat est le même, c'est-à-dire que effectivement la reconnaissance nous l'avons puisque forcément il y a des jeunes représentants qui sont actuellement sélectionnés. Donc cette reconnaissance elle est induite. Maintenant elle ne se traduit pas financièrement et ni même au niveau d'autres engagements. Donc aujourd'hui effectivement le bénévolat, on connaît bien les limites du bénévolat et nous prenons l'orientation de la professionnalisation. C'est impératif aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin dans la pratique du basket et puis et aussi que le niveau puisse augmenter. Bien sûr. Voilà. De façon à avoir beaucoup plus d'ultramarins représentant les dernières colonies.
N'est-ce pas? Les dernières poussières de l'Empire. Oui, par exemple. C'est vrai qu'on arrive au terme de l'émission, donc le mot de la fin. Un mot de la fin, non. Pour le mot de la fin pour la basket. Non, mot de la fin, parce que ce mot de la fin, c'est peut-être un mot d'espoir pour pouvoir commencer. Donnez-nous les moyens de fonctionner, c'est ça. Parce que, sincèrement, on est là, nous essayons d'avoir des stratégies pour pouvoir... nous avons délégation auprès des fédérations pour faire vivre une activité, que ce soit handball ou basket. Et là, vous savez que la nature a horreur du vide. Là, la question que moi, je me pose, c'est que si nous ne faisons rien, nous allons vers la catastrophe. Quand on connaît les enjeux du sport, et on nous le dit, il y a des licenciés qui ont pris qui préfèrent faire autre chose, et ce n'est pas forcément que du sport, parce que on oublie d'aller à l'entraînement, on oublie de se licencier, on oublie d'aller à l'entraînement. Donc, sincèrement, je sais que le contexte est difficile, mais il faut nous donner les moyens de pouvoir reprendre au plus vite nos activités sportives. Il en va de la santé, du sport martiniquais. Basket? Eh bien, pour le basket, le mot de la fin, ce serait que, que nous aussi, on attend ces assouplissements. Déjà, lever le couvre-feu à 19h, qu'on puisse retirer cette contrainte. Et puis, bien sûr, assouplir les mesures qui nous permettent de pratiquer le basket en toute sécurité. Autrement, vous avez peur de la chute? Non, c'est pas. On n'a pas peur de la chute. C'est-à-dire qu'on voudrait quand même vraiment. Moi, encore une fois, je voudrais garder cet optimisme et encourager nos licenciés à le faire, à se licencier d'abord, puisque, comme a dit notre confrère du hand, il faut d'abord des licenciés, il faut matière pour pouvoir organiser des championnats ou une saison régulière. Donc, on appelle à tous à aller se licencier déjà. Et ensuite, effectivement, nous allons pouvoir présenter des championnats. Nous avons déjà des calendriers établis, mais maintenant, nous allons revenir vers les présidents de clubs très prochainement pour encore faire un état des lieux, discuter avec eux. Ils sont au cœur de nos projets, puisque c'est sans eux, ils font l'éducation des enfants, la formation, c'est eux qui sont au cœur de la discipline. Ouais. Et comme nous savons, le sport, c'est quand même l'un des vecteurs forts de la cohésion sociale. Absolument. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de pratiquer en toute sécurité, c'est vrai, et que les mesures puissent s'assouplir pour qu'on puisse le faire. Merci, messieurs. Clément. Non, juste pour ajouter que samedi prochain sera l'inauguration du centre de ligue de tennis. Oui. Avec le nouveau complexe qu'ils ont fait, avec 7 terrains de tennis, 2 terrains de padel, ne me demandez pas qu'est-ce que c'est, 4 terrains de mini-tennis, des bureaux de fonctionnement, et puis et c'est où? C'est au La Montagne. C'est où, La Montagne? À Petit Manoir, il me semble. Petit Manoir. Vous me donnez des enseignements à moitié. Voilà. Merci Clément. Philippe? Souhaitons que les choses se décoincent, que les choses évoluent dans le bon sens. Souhaitons aussi que cela se fasse sans heurts, même si l'histoire récente ne nous rend pas trop optimistes, mais peut-être que justement, il faut passer par là pour que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, moi je dirais, le couvre-feu, mettez-le à 23h, ok? Et comme en Guadeloupe. Oui, et puis donner une dérogation aux sportifs. Oui, si éventuellement sportifs, les parents qui accompagnent, il y a une possibilité de le faire. Bon, on le fait comme ça, au moins, on pourra avoir de vrais sportifs, parce qu'il y a des échéances. Moi, je parle aussi pour ma chapelle. Il y a un semi-marathon qui se prépare. 5h du matin, c'est à 4h qu'on va courir. Quoi. À 5h du matin, c'est trop tard. Il faut qu'on rentre chez soi pour se préparer pour aller au travail. Donc, vous comprenez? Surtout en plus qu'il y a des belles performances. On salue la performance de Tony Oster.
au Marathon de Paris, qui a fait 2 heures et quelques minutes, donc qui se classe quand même 30e après le premier, donc ce n'est pas rien. Et ils étaient nombreux au Marathon de la Banane, ils sont aussi nombreux à la Diagonale des Fous, et ils sont encore nombreux à partir demain pour aller au Trail des Templiers, vrai? Donc il y a des choses qui se passent, donc s'il vous plaît, monsieur le préfet, bon, vous comprenez. Éric Privard, le porte-parole, on a dit, on a besoin de cette dérogation, donc il n'y a pas de problème. Allez, en espérant qu'on soit entendus. Bonne soirée à tous. À lundi prochain. Merci, bonne soirée. Oui. Ah bon.